Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire consacré donc à la facture électronique, sujet ô combien d'actualité. Donc on va vous présenter avec Catel, qui me fait le plaisir, l'honneur et le privilège d'être avec nous ce matin. Catel, je vais te laisser te présenter, ça m'évitera d'écorcher ton titre et ou ton nom. Merci Bruno. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Catel Gélinet, directrice des partenariats chez Quadient. Et donc, ravie aujourd'hui de vous faire une petite mise à jour du sujet de la conformité de la facture électronique. Donc, nous co-animons avec Bruno. Alors, on va se laisser 1 à 2 minutes, une petite minute là pour permettre à tout le monde d'arriver, vérifier que techniquement tout le monde nous entend bien et qu'on n'ait pas de soucis, et puis on attaquera le webinaire. Alors, je vais couper ma caméra quelques secondes et je reviens vers vous tout de suite. Ah, bien, voilà. Donc on est tous là et on va pouvoir démarrer ce webinaire. Je vais euh, vous donner quelques informations. Alors, on nous dit que vous n'avez pas de son. Alors, est-ce que le problème est réglé ou pas? Le problème semble réglé. Parfait, impeccable. Donc, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à utiliser le bouton question chat pour nous pour évoquer tous les points que vous souhaitez, et puis on se fera un plaisir d'y répondre avec Catel, soit en fin de session, soit durant la session. Catel, je vais te laisser la main. Oui, bien sûr. On y va? Oui, oui, on y va. Donc, avec Allez. Bruno, effectivement, on avait à cœur de vous faire un peu de feedback sur les dernières annonces et puis les bonnes pratiques à toujours avoir en tête pour préparer cette conformité à la loi de finances. Et donc, pour cela, on, on va vous présenter aussi quelques enquêtes qu'on a pu faire chez Quadient pour pouvoir avoir un petit peu, on va dire, la tendance au sein des entreprises, où est-ce qu'elles en étaient. Et donc, voilà, ce sera intéressant de pouvoir vous partager aussi cela. Ça vous permettra, vous aussi, de vous mettre un petit peu dans le bain et de savoir où est-ce que vous vous situez, vous aussi, par rapport à cela. Et puis peut-être pour Pour terminer, rappel, oui, ouais, en deuxième partie de webinaire, moi je vous présenterai quelques outils, quelques échéances aussi qu'on va vous mettre à disposition pour vous accompagner dans ce changement-là, et puis pour que vous soyez très très à l'aise avec l'arrivée de la facture électronique en septembre 26. Donc on va faire un bref rappel du contexte, et puis on rentrera sur les nouveautés, parce que c'est un peu un feuilleton quand même, hein, Catel. oui, c'en est un, effectivement. Chacun sa série Netflix. Bon, ben voilà, on a la nôtre. Ou C'est ça. Prime. Je suis obligée de donner plusieurs marques, Prime, etc. Bref. Donc les enjeux de la nouvelle réglementation en France, on voulait quand même vous rappeler pour quelles raisons c'était mis en place et transformer un petit peu ces contraintes en opportunités. C'est aussi important d'être agile et on va essayer de vous y accompagner. Donc bien sûr, cette conformité à la facture électronique, c'est vraiment dans un but important, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Vous le verrez tout à l'heure dans les sondages qu'on a pu faire, il y a énormément encore aujourd'hui de factures qui partent en email simple, et c'est très facile en fait de craquer un PDF et de faire de la fraude à la TVA. Donc tout cela, eh bien, les pratiques vont être bientôt terminées, et c'est bien entendu pour cela principalement que l'État français, mais pas que, c'est un sujet européen qui est bien sûr de lutter contre cette fraude. Donc le deuxième point aussi pour l'État, c'est d'avoir vraiment ce contrôle en temps réel. Donc ça permettra effectivement à Bercy d'avoir en temps réel aussi des indicateurs clés sur la santé financière des entreprises par activité, etc. Et donc c'est important
pour eux, pour derrière, on l'imagine, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, de se dire qu'ils pourront adapter un certain nombre d'adaptations quand il y aura des métiers en souffrance, de voir comment ils pourront les accompagner. Et rien de mieux que d'avoir des vrais indicateurs financiers clés pour pouvoir travailler dessus. L'autre objectif, c'est de pouvoir simplifier les procédures de déclaration de TVA. Donc là aussi, il y aura un pré-remplissage qui permettra d'éviter les risques d'erreur de saisie et donc d'éviter les litiges. Et le quatrième point, c'est bien sûr utiliser cette dématérialisation pour renforcer la compétitivité des entreprises, parce que plus on va automatiser des traitements, des processus, et bien plus vous allez gagner en productivité et réduire des coûts de traitement qui sont liés à cette facture. Sur la partie facture fournisseur, c'est toujours mauvais quand les délais de règlement d'une facture fournisseur traînent, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à récupérer un certain nombre d'informations et le temps de réponse en interne est un peu long, mais voilà, il faut qu'on arrive à fluidifier tout ça et c'est grâce à des outils comme le propose Mistral qu'on va pouvoir effectivement vous aider à renforcer cette compétitivité. Alors, si tu veux bien passer à la slide suivante, Bruno, s'il te plaît. C'est fait. Merci. Les acteurs, bon, pour rappel, 4 acteurs, les entreprises, donc vous, les opérateurs de dématérialisation, c'est-à-dire Mistral, Quadient, SAP, tous les éditeurs de logiciels, et bien sûr, 2 autres acteurs, et pas des moindres, ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires, ces fameuses PDP, et bien sûr l'administration fiscale. Donc c'est vraiment l'écosystème de ces 4 acteurs qui est concerné par cette réforme. Là aussi, si tu peux, merci. Bon, grand principe et surtout calendrier. Oh, pas de souci. Pour rappel, le calendrier qui est toujours d'actualité, c'est celui-ci, à savoir qu'à partir du 1er septembre 2026, toutes les sociétés auront l'obligation d'accepter les factures fournisseurs et en fonction de leur taille, eh bien, pour les grandes entreprises et les ETI, à cette même date, elles auront aussi l'obligation d'émettre des factures, donc de les envoyer à leurs clients. Pour les PME TPE, eh bien, l'émission de ces factures clients est reportée au 1er septembre 2027. Alors, ce sont des dates butoirs, c'est-à-dire que si les gens sont en capacité de faire avant, c'est mieux, plutôt que d'attendre le dernier moment. C'est un peu de pédagogie, mais c'est sûr que c'est toujours mieux de ne pas faire les choses dans la précipitation. J'apprends cela à personne. Donc, qui est concerné? Toutes les entreprises assujetties à la TVA, ok, quelle que soit leur taille et leur profession. Et ensuite, il y a 2 notions à avoir en tête, toujours le e-invoicing et le e-reporting. Donc, le e-invoicing, c'est l'obligation d'une facturation électronique entre B2B, entre professionnels. Et le e-reporting, c'est l'obligation de déclaration des transactions et des paiements pour les particuliers et pour les clients qui sont à l'international. Alors, on peut peut-être préciser que, on va dire, sont concernés en réception les entreprises dont les fournisseurs effectivement sont assujettis à la TVA et qui sont de ce fait en France. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des fournisseurs qui émettent leurs factures depuis un autre pays que la France, ils peuvent continuer à vous les envoyer de la manière la plus classique. C'est important de le souligner parce que selon vos fabricants, bien, vous allez vous retrouver avec des situations qui sont différentes. Absolument. Sachant que, mais on pourra le revoir sur la partie facture fournisseur qui vient de l'international, il y aura quand même une notion de e-reporting à quand même prévoir. Exactement. Alors, focus. Oui, alors on voulait vous remettre sous les yeux un petit peu le schéma, les relations qu'il va y avoir entre un fournisseur et son acheteur pour vous expliquer comment vont se passer les échanges de flux. Donc, le fournisseur, il va donc transmettre à sa PDP toutes les factures et les données de transaction
pour que cette PDP puisse faire deux choses un peu synchrones, à savoir la première, envoyer la facture à son client via la PDP de son client. Donc c'est vraiment une discussion entre deux PDP pour ces échanges de factures. Et en même temps, la PDP va transmettre au concentrateur de données de l'État ses factures et ses transactions. Comment la PDP va procéder? Tout simplement, elle va se connecter à l'annuaire des entreprises qui est dans ce concentrateur de données pour savoir comment elle va router cette facture. C'est-à-dire que par le sirène, entre autres, hein, ça va permettre en première étape de savoir si cette entreprise, de connaître sa PDP. Donc c'est bien l'annuaire centralisé des entreprises qui est la base, qui est le travail de la base de l'INSEE, hein, qui va permettre de savoir comment elle doit router vers quel PDP cette facture. Le nom de concentrateur de données, c'est le ex-PPF, hein, l'ex-portail public de facturation. Hein. Cette notion a changé depuis le 15 octobre dernier quand l'État s'est désengagé du fait qu'elle pouvait mettre à disposition un portail public dans lequel vous auriez pu déposer manuellement vos factures ou récupérer vos factures fournisseurs. Clairement, elle n'en a pas les moyens financiers, pas les ressources, pas le temps. Donc du coup, elle a donné je dirais, cette mission aux acteurs privés qui sont les PDP. Ouais, c'est important Eh bien, ce que tu soulignes. Oui, pardon, Catel, c'est important ce que tu soulignes parce que on l'avait déjà évoqué lors d'un précédent webinaire, mais je permets d'insister un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que jusqu'au mois d'octobre, il y avait cette possibilité d'adresser directement ces factures à ce qu'on appelait donc le portail public de facturation. Et donc, il y avait le choix entre finalement une PDP et le système proposé par l'État. Cette option a volé en éclats. Et donc, désormais, pour émettre une facture, vous devrez impérativement et obligatoirement passer par une PDP. Donc, ça change un tout petit, ça change déjà rien qu'à ce niveau-là, un peu jeu et en tout cas, ça modifie considérablement les règles et ça a des impacts certains pour vous comme pour nous. C'est-à-dire que il faudra obligatoirement vous connecter à votre PDP pour pouvoir émettre une facture à un de vos clients. Et c'est pour ça qu'on a remis ce schéma-là, parce que c'est vraiment un des premiers changements qui est important. Et vous verrez dans les enquêtes qui ont été réalisées que cette information-là, eh bien, elle n'est pas encore complètement partagée et aussi bien partagée qu'on voudrait qu'on aimerait qu'elle le soit. Voilà, donc c'est important de revenir là-dessus. absolument. Bah, tu peux passer d'ailleurs à la slide Eh ben, suivante, Bruno. eh bien, c'est sans transition en fait, C'est ou sans avec transition, transition. tu as fait le passage de relais. Donc, Bon. euh, effectivement, on a demandé à Opinionway de faire une étude sur un panel d'entreprises. Donc, on est sur 350 décideurs hein, qui sont sur la gestion de la facturation au sein des entreprises qui ont plus de 10 salariés. Donc, on a fait ça assez récemment, hein, c'était courant février, où on leur a posé la question suivante, c'est est-ce que vous étiez informé que le portail public de facturation ne verrait pas le jour et donc qu'il était supprimé pour être remplacé par des PDP? Et c'était assez inquiétant de se rendre compte qu'il y avait 56% de ce panel qui n'était pas au courant. Donc, du coup, ça nous a aussi, pas un peu ému, mais un petit peu quand même, on s'est dit, mais mince, on a une vraie responsabilité de communiquer, d'expliquer, d'être pédagogue voilà, pour accompagner l'ensemble des entreprises sur ce sujet. Donc voilà, on y participe aujourd'hui un petit peu, j'espère, en vous donnant un petit peu d'informations là-dessus. Alors Ce pour qui être était, encore plus, oui, ouais, peut-être pour être encore plus concret sur les impacts de ce changement, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on va dire l'envoi ou la mise à disposition auprès de vos clients via des portails, la mise à disposition des factures, ne pourra plus se faire de cette manière-là. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que ça passe par la PDP. Il n'y aura plus moyen non plus d'envoyer des factures par email. Donc là aussi, les changements sont vraiment importants parce que tout devra transiter par la PDP.
Tu as raison, Bruno. Ce ne sera plus possible. En revanche, vous pourrez toujours le faire, mais ce ne seront plus des originaux fiscaux, ce ne seront que des duplicata. Donc, vous pouvez envoyer une Exactement. facture par mail, par courrier, déposer sur un portail, mais on n'est plus sur un original fiscal. Donc, si votre client ne souhaite pas payer la facture, ben, produisez-moi l'original et je vous paierai. Sinon, ben, je vous paierai pas. Donc voilà. Ça peut être à titre d'information, pardon, d'envoyer une facture en duplicata, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, ce ne sera pas l'original fiscal. Donc, avant cette suppression, hein, pardon, juste si tu Pardon, voulais excuse. juste revenir un petit Ouais. peu, Bruno, juste avant, c'était juste pour faire un petit focus sur quand même 59% des sociétés qui étaient interrogées qui envisageaient, bien entendu, d'utiliser ce portail. Donc forcément, ça a un impact, c'est qu'il va falloir que ils adaptent, bien entendu, leur organisation et choisir une PDP pour pouvoir traiter ce pôle facturation. Voilà. Bon, c'était juste un petit commentaire Non, mais complémentaire. c'est important de le préciser. Pour rappel, il faut savoir que dans le suivi de ces factures, l'État a mis en place 14 statuts de traitement, dont 4 obligatoires. C'est ceux que vous voyez en vert. Donc, à gauche, en violet, vous avez le fournisseur qui souhaite envoyer sa facture à l'acheteur qui est en orange. Et entre ces deux acteurs, hein, ces deux entreprises, eh bien, il y a deux PDP. Une PDP qui va émettre cette facture fournisseur et une PDP qui va réceptionner cette facture fournisseur. Et vous avez un petit peu le rôle de chaque PDP, PDP fournisseur, PDP acheteur, pour qu'il puisse transmettre cette facture auprès de son acheteur. Clairement, les solutions intégrées dans Mistral vous permettront de pouvoir couvrir ces 14 statuts. D'accord ? On souhaitait, c'est important pour nous, de vous donner toute la granularité de ce suivi de facture client et fournisseur, hein, enfin en tout cas en termes de statut, pour que vous ayez la meilleure analyse possible au sein de vos organisations pour traiter ce pôle facturation. Sachez que c'est pas une obligation, hein, ça pourrait être juste, oui, je dépose ma facture, ça c'est obligatoire. La PDP acheteur, elle devra dire si elle rejette pour des raisons techniques la facture. Si c'est pas le cas, elle la met à disposition. Et donc, le seul statut obligatoire pour un acheteur, c'est de dire j'ai refusé la facture. Et ça, il faut bien qu'à un moment donné, eh bien, on puisse récupérer cette information. La notion d'encaisser, c'est bien au fournisseur de valider auprès de l'État, auprès du concentrateur, de dire que oui, j'ai bien encaissé la facture. Donc, c'est pas parce qu'un acheteur dit j'ai transmis le paiement que ça suffit. Non. Le vrai statut qui intéresse l'État, c'est le fournisseur a bien encaissé sa facture. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'était Alors, juste pour un petit rappel là-dessus. ouais, je voulais qu'on revienne quelques secondes sur le statut 4, le fameux rejeté, parce qu'en fait, c'est important de faire bien la différence entre rejeter et refuser. Le rejeter, par la plateforme de dépénalisation acheteur, ça veut simplement dire que la facture n'est pas conforme. Mais pas qu'elle n'est pas conforme d'un point de vue par rapport à la commande, qu'elle n'est pas conforme techniquement. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas un certain nombre d'éléments. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire je la refuse parce que c'est pas ce que j'ai commandé, hein. Donc il y a bien une nuance entre le rejeter et le refuser, hein. Tout à fait. Le rejeter, c'est effectivement le statut qui est lié au PDP et le refuser, c'est vraiment l'action métier, c'est-à-dire non, je refuse la facture parce que je suis pas d'accord sur les remises, sur les quantités, etc., etc. Tu fais bien de préciser ce point, hein, Bruno. Alors, le Ça, fameux c'était pour vous donner usage. mal aux yeux. Ouais. Les cas d'usage. 36 cas d'usage ont été répertoriés aujourd'hui par l'État. C'est important que vous puissiez vous identifier dans quel cas d'usage vous êtes. Mistral, Quadient ne pourra pas le faire pour vous. En revanche, Mistral va pouvoir vous accompagner sur l'audit de vos cas d'usage. Et ça, c'est important, c'est qu'on va vous accompagner pour que vous puissiez effectivement savoir dans quel cas vous êtes. Et en fonction de ce cas,
eh bien, les données qu'il faut transmettre ne sont pas forcément les mêmes. Il y a un socle commun, mais en fonction du cas d'usage, il y a d'autres data, d'autres données qu'il faudra transmettre. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler ce point-là avec vous, parce que l'éditeur, il a aussi son rôle, c'est que c'est lui qui produit la donnée. C'est pas Quadient. Quadient ne fait que passe-plat. On est facteur, hein, en fait, on n'est que des facteurs. Et pour ça, c'est important que vous puissiez travailler cela avec les équipes de Bruno qui sont au quotidien avec vous. Et je Alors, crois que tu vas aller. ouais, je Oui, reparlerai tout à l'heure parce que justement pour vous aider là-dessus, on a mis en place un outil qui va vous permettre d'essayer de commencer à identifier et de cartographier ces flux-là. Moi, j'attire simplement votre attention pour tous ceux qui ont une activité de location. Dans la location, il peut y avoir des cas d'usage qui sont extrêmement précis. Et donc là, c'est vraiment important que ce travail-là soit fait. Alors, ça ne veut pas dire que dans la vente matérielle ou la distribution, il ne faut pas procéder à l'exercice, mais on sait d'expérience qu'au niveau de la location, on peut se retrouver avec quelques cas d'usage qui sont assez complexes. Ouais. une petite étude Opinioway. Donc pareil, on a voulu savoir aujourd'hui, à l'instant T, comment les entreprises envoyaient leurs factures à leurs clients. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a encore 60% des factures qui sont envoyées en PDF simple. Et ça, c'est l'enfer pour l'État parce que c'est clairement ce qui permet de faire de la fraude à la TVA comme on veut. Pourquoi? Parce qu'un PDF, je reçois un PDF, il y a plein de logiciels sur Internet qui permettent de craquer le PDF et de mettre ce que l'on veut dans les datas. Donc, ça me permet de vous sensibiliser sur une chose, c'est arrêter d'envoyer des PDF simples parce que vous mettez votre responsabilité de fournisseur à mal. Pourquoi? Parce que si vous avez un client qui va craquer votre PDF, qui va faire de la fraude à la TVA et que vous n'avez pas mis des niveaux de sécurité qui permet de, je dirais, vous dédouaner des activités frauduleuses de vos clients, eh bien la responsabilité de fournisseur, votre responsabilité peut être engagée. Ou alors, en tout cas, il faudra que vous prouviez que vous aviez mis, et ça, la piste d'audit fiable est toujours importante, toutes les sécurités qui vous permettent de dire mais non, on ne peut pas nous dire qu'on est responsable de cette fraude parce qu'on avait mis un certain nombre de choses en place. Qu'est-ce qui peut déjà vous permettre d'éviter cela? C'est déjà d'avoir une signature électronique sur vos PDF à minima. C'est-à-dire qu'on va apposer un cachet qui va être un cachet RGS 2 étoiles. Je vais parler un peu technique, mais c'est une certification qui va permettre de mettre un bandeau bleu sur toutes vos factures et qui va assurer que si jamais quelqu'un veut craquer le PDF, il y a un bandeau rouge qui s'affiche sur le PDF. Donc ça permet, si vous voulez, déjà de montrer votre bonne foi auprès de la DGFiP en disant non, moi je fais en sorte que si jamais j'ai un client qui veut frauder, eh bien ça se voit. Donc voilà, c'était juste un petit focus là-dessus. Mais c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même encore beaucoup de pratiques sans sécurité. Et donc on envoie des factures simples sans avoir vraiment de sécurité ni de traçabilité là-dessus. Il y a encore du papier, on me disait mais non, il n'y a plus de factures papier. Si, il y en a encore un peu. Je vous le confirme parce qu'on a quand même quelques machines à affranchir encore qui sont disposées chez nos clients et donc elles passent toutes ces factures sur nos matériels. Donc oui, effectivement, il y a encore des factures papier. Bon, voilà, c'était juste pour vous faire un petit focus. Très peu encore sont sur des formats socles, c'est bien logique, hein. 11%, mais on est tellement loin encore de se mettre en ordre de marche que c'est pas très étonnant. 89% n'utilisent aucun format conforme à la loi. Bon, ben là, on va accélérer fortement et Mistral est un acteur fort là-dessus pour pouvoir vous permettre de l'être. D'ailleurs, ce qui est l'occasion de préciser que les formats justement qui sont attendus, hein, il y en a 3, hein. Donc c'est FactureX, UBL et C2I. Absolument. Alors, Alors, quelques oui, nouveautés. oui, quelques nouveautés. Alors, c'est surtout permettre
de vous donner les dernières annonces qui ont été faites lors de nos réunions avec la DGFiP, la IFE, avec l'AFNOR et l'autorité PayPal France. C'est qu'ils ont remis vraiment un focus sur ce projet de la conformité. Hein. Il y a eu un petit peu de latence entre le mois d'octobre où ils ont dit bon ben on fait plus de PPF, ok. Et donc il y avait un peu de flottement et donc ils ont bien le 21 mars dernier bien mis en focus ce projet. Hein. Ce projet est bien toujours d'actualité, il est relancé, donc on continue. Allez-y, continuez vous les privés pour appliquer ce planning. Et on va vous y aider avec un certain nombre d'éléments et d'organisations. Le premier, c'est qu'on a l'autorité PayPal France qui va définir des règles spécifiques à PayPal. PayPal BIS, en fait, c'est un format de facture électronique mondiale qui est sécurisé, qui est avec une certaine sémantique. Enfin, c'est un langage, on va dire, international qui va permettre d'homogénéiser un petit peu ce format et surtout d'être validé par les différentes instances gouvernementales, quel que soit le pays. Donc PayPal BIS, hein, BIS veut dire de mémoire Business Interoperability Services, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment voilà un format qui permet de standardiser un petit peu à l'échelle européenne et mondiale cette notion de facture électronique. Et bien sûr, c'est aussi PayPal France qui va gouverner les points d'accès sous son périmètre d'autorité. Donc, toutes les accréditations, les gestions des conflits, c'est vraiment cette autorité qui pourra, à l'international, être un peu l'arbitre si jamais il y a des conflits ou des litiges entre sociétés. Et nous avons bien sûr la commission AFNOR qui va produire un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est le socle commun des PDP, à savoir par exemple quelle est la standardisation des API, comment on va voilà, homogénéiser et avoir, on va dire, des procédures qui soient les mêmes pour tous, et tout cela, bien entendu, avec les normes européennes. Et donc, c'est eux qui vont produire tous les travaux liés aux factures, aux statuts, les cas d'usage. Voilà, c'est vraiment eux qui travaillent là-dessus. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, chose importante, ça y est, on va pouvoir dès cet été, nous, travailler sur la connexion avec l'annuaire de l'État. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à aller interroger l'annuaire pour savoir si on récupère bien le SIREN et si on arrive à identifier l'entreprise derrière pour pouvoir commencer nos travaux d'interopérabilité avec ce concentrateur. Justement, Et on va en parler de l'annuaire. oui, oui, absolument. Ouais. Et voilà. Alors, j'ai mis un petit focus PayPal parce que c'est bien que vous puissiez quand même être informés. PayPal est alors Open PayPal, c'est une association, hein, d'accord, qui est basée à Bruxelles et qui permet de travailler donc sur un format standardisé de facture électronique. Et bien entendu d'autres documents commerciaux, mais là ce qui nous importe c'est cette partie facture. Donc ce sont des points d'accès sécurisés hein, pour lesquels vous pourrez envoyer vos factures dans un certain nombre de pays via cet access point PayPal qui permet de sécuriser les envois à l'international. Bon, c'était pour vous faire un peu de vocabulaire. L'autorité PayPal, hein, qui sont les parties prenantes bien sûr, l'autorité PayPal, donc il y en aura certainement dans chaque pays européen. Donc ça y est, il y en a un en France, hein, PayPal France, qui vont permettre de faciliter ces politiques et l'adoption sur l'ensemble des juridictions. Donc c'est souvent, bien entendu, des ministères ou des agences gouvernementales qui vont prendre ce sujet et ces fonctions. Les prestataires de services, c'est eux qui assurent l'interopérabilité métier entre les utilisateurs finaux. Donc par exemple, Quadient, on fait partie de ces prestataires de services. Et les utilisateurs finaux, c'est vous et vos clients, voire fournisseurs, qui peuvent utiliser ces access points PayPal sans forcément être membre de l'association Open PayPal. Voilà. Merci, Catel, pour cette précision. Alors, l'annuaire, ça, il faut qu'on en parle, ça c'est important. Et oui, pourquoi? Pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'il sert de référence unique et centralisée pour répertorier toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Et ça va déterminer les préférences des acheteurs pour recevoir leurs factures.
via une PDP et grâce à un routage précis. Donc l'annuaire va permettre cela. Où est-ce qu'on va le trouver? Alors il sera bien sûr accessible depuis le concentrateur de données via des API, mais uniquement les PDP y auront accès. D'accord? Vous ne pouvez pas vous connecter au concentrateur pour aller voir un certain nombre de choses. Ce concentrateur sera mis à jour quotidiennement via l'INSEE pour régulièrement agrémenter et mettre à jour. Il y a des sociétés qui s'ouvrent, il y a des sociétés qui se ferment. Bon, mais voilà, ça permet de mettre à jour régulièrement ces éléments-là. Et aussi de mettre à jour les PDP qui ont été déclarés par les entreprises. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Mais c'est important de pouvoir mettre à jour régulièrement ces statuts, aussi bien des entreprises que les PDP qui sont associés à une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'elles contiennent comme information que contient cet annuaire comme information sur les entreprises? À minima, le numéro de sirène, c'est important. Qualifier le message du jour, mais ça fait plusieurs semaines ou mois que je dis, c'est qualifier vos bases clients, mettez les sirènes à jour. Il y aura le numéro de SIRET, les raisons sociales, l'adresse postale, des codes de ligne d'adressage, des codes de routage, des codes service et des données complémentaires qui s'agrémenteront au fil de l'eau dans cet annuaire. Donc, il faut comprendre que les types d'actions qui seront possibles, ce sera des demandes de mise à jour par une PDP d'un acheteur pour le compte de son client. J'y reviendrai tout à l'heure, mais sur cette partie-là, vous, client, vous allez donner mandat à une PDP pour que cette PDP déclare à l'annuaire que c'est avec Quadient, par exemple, que vous allez travailler. Donc, là aussi, l'AFNOR va travailler sur un modèle de document un peu standardisé pour que ce donner mandat à une PDP soit, on va dire, validé par l'ensemble des entreprises françaises. Donc, il y a de la part des PDP une demande de mise à jour, mais aussi une demande de consultation pour savoir si je dois émettre une facture, à quel PDP je dois l'envoyer. Donc tout ça, voilà, c'est les actions qui seront possibles entre cet annuaire et les PDP. Et son rôle, c'est le routage, clairement, c'est ce que je vous disais. Si il n'y a pas de résultat qui a été trouvé dans l'annuaire, la facture sera clairement rejetée en disant destinataire inconnu, on ne sait pas à qui envoyer cette facture, donc vous ne pouvez pas l'envoyer. Donc c'est très important aussi, effectivement, de le savoir. Mais bien entendu, Mistral va vous accompagner sur ces sujets. Tout à fait. N'hésitez pas à poser des questions. Enfin, on donne peut-être beaucoup d'informations. Peut-être que pour certains, c'était déjà clair, mais sinon, n'hésitez pas s'il y a des zones de flou, surtout. Utilisez le chat. Alors justement, tu parlais de ce fameux document d'autorisation PDP. On y est là. Voilà. Bravo, tu l'avais mis juste derrière. Merci Bruno. Donc, effectivement, il y a un projet de texte réglementaire qui va permettre aux entreprises de déclarer dans l'annuaire leur PDP réceptrice de factures. Donc, ce principe d'obligation, c'est un document d'accord explicite signé par l'assujetti, donc vous, qui donne mandat à une PDP pour prendre en charge une ou plusieurs adresses de réception de factures, parce que votre organisation peut effectivement être multiple avec des filiales, avec des agences, etc. Donc, tout ça, il faut pouvoir le déclarer. Donc, le contenu du document et les modalités seront effectivement bientôt décrits. Là, pour le moment, on ne les a pas, mais bon, en tout cas, c'est un document qui viendra et qui interviendra très certainement assez rapidement. Donc, c'est... Il y a peut-être un point que tu peux préciser, Catel, c'est que dans ce document, ou en tout cas dans ces travaux-là, sera évoqué les modalités de changement de PDP. Oui, bien sûr. Pour X raisons, vous aurez droit de dire je veux travailler avec tel PDP, ma PDP actuelle ne me donne pas satisfaction, je veux changer de fournisseur de PDP. Ce sera un petit peu comme le service téléphonique, ce sera un peu sous le même ordre, c'est que du coup, il faudra prévoir, et ça c'est
le travail qui sera fait avec les autorités, c'est qu'il y ait une obligation de collaboration entre PDP pour passer le relais, qui est toujours une continuité de service. Pas parce que vous décidez de changer de PDP que terminé, vous pouvez toujours envoyer vos factures, elles partiront pas. Non, clairement, il y aura une continuité de service pour que, bien entendu, les choses se fassent au fil de l'eau. Donc, c'est soit le service d'immatriculation ou l'autorité PayPal qui jouera un petit peu ce rôle d'arbitre si jamais il y a un conflit. Mais bon, c'est voilà, je vous disais, hein, c'est un peu sur le même principe que les opérateurs de téléphonie. Bon, voilà, il y a de la continuité de service. Alors, ce que je te Donc voilà, propose, c'est sur le que, contenu. ouais. Ce que je te propose, c'est qu'il y a déjà quelques questions qui sont arrivées sur le Ah ben chat, très donc bien, oui. on peut peut-être faire une petite pause questions, Allez. une petite première salve. Alors, selon vous, est-ce qu'il restera nécessaire d'avoir un opérateur de dématérialisation en complément de la PDP que notre entreprise aura retenu? Alors oui, parce que qu'est-ce qu'on appelle un opérateur de démat? C'est votre outil ERP en fait. C'est-à-dire c'est Voilà. votre logiciel métier. Donc, soit votre logiciel métier est en capacité à, en entrée et en sortie, se connecter directement à une PDP et de vous produire tous les cycles de vie de la facture, de générer le e-reporting, etc. Oui, il n'y a pas besoin de OD autre que votre outil ERP. Euh, et s'il y a un OD, l'intérêt de l'OD, c'est qu'il vous apporte d'autres fonctionnalités à valeur ajoutée. Est-ce que vous avez besoin, par exemple, je sais qu'il y a des PDP et des éditeurs qui ne vont juste donner que les 4 statuts obligatoires. Bon, bah, si vous voulez un peu plus de granularité dans ce suivi, bah, clairement, c'est l'association d'OD et PDP qui va vous permettre d'avoir cela. Donc, ça dépendra voilà, vraiment du niveau de service, j'ai envie de dire, que vous souhaitez. Si c'est light, bah, pourquoi pas. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, je dirais, précis et qui permette au métier, parce que là, j'insiste, hein, qui permette au métier de pouvoir vraiment valider une facture ou bien facturer un client, bah, c'est des choses qui peuvent avoir un intérêt. Ouais, on peut peut-être, pour compléter, ce qu'on peut dire de manière un peu raccourcie, c'est dire qu'aujourd'hui, Mistral, c'est votre ERP/OD. Voilà. Donc, en gros, avec Mistral, vous aurez la possibilité, on fera en sorte que vous puissiez avoir la communication avec la PDP, la gestion des statuts et ainsi de suite. Donc, globalement, vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, une question qui, à mon avis, tout le monde, il y en a beaucoup de gens qui se posent. Pourrons-nous avoir plusieurs PDP, par exemple, pour l'envoi et différemment de la réception? Alors dans l'absolu, oui, absolument. Absolument, sauf qu'il y a un véritable enjeu des éditeurs et des intégrateurs, c'est qu'ils ne vont pas s'amuser à développer des API et des connecteurs avec toutes les PDP. Donc, le sujet, c'est que, bien entendu, les éditeurs travaillent avec des partenaires PDP pour s'assurer que, de façon complètement intégrée, la solution vous permette de le faire. Mais admettons, euh, j'ai envie de dire, le client est roi, c'est lui qui décide. Donc, on ne peut rien imposer. En revanche, voilà, c'est des discussions avec votre éditeur pour dire, ben, admettons, si vous ne voulez pas travailler avec la PDP Quadient et une PDP, je ne sais pas, il y en a 83, donc la liste est longue, hein, je ne vais pas toutes les citer. Mais en tout cas, non, il y a pas d'obligation. C'est bien le client qui décide. Après, c'est une discussion technique d'intégration, d'automatisation des process avec votre éditeur. Merci, Catel. Alors, question, je pense que tu as un peu répondu, mais en tant que fournisseur, est-ce que nous devons transmettre à chaque client notre PDP? Alors, non, ce n'est pas à vous de le faire. Ce sera à la PDP de votre client d'interroger l'annuaire et c'est l'annuaire qui lui dira qui est votre PDP. Après, si vous voulez communiquer, vous pouvez communiquer, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas à vous de le faire. Merci. Alors, comment ça se passe lorsque le client commande avec le SIRET d'un établissement secondaire et livraison à l'établissement secondaire, mais demande une facture à l'adresse du siège social? Waouh! Ah, ça, c'est la question piège.
Alors, oui, d'autant plus qu'il faut analyser le cas d'usage. Je vous invite, je ne sais pas qui a posé cette question, à vous rapprocher des Ouais, équipes de Bruno. bon, Là, où, clairement, il faut qu'on analyse le cas d'usage avec vous. Euh, mais quoi qu'il en je vais soit, prendre, je vais c'est prendre le point, prévu. Héloïse. Je vais prendre le point, Ouais, ouais, Héloïse. c'est prévu. Bon, Je vous invite à à être la première à faire un audit avec Bruno. c'est ça. Alors, est-ce que les factures PDF émises par Magrix 3G, donc par Mistral, sont-elles conformes? Alors, elles sont conformes aujourd'hui sur le nombre de statuts, puisque en fait, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que en 2021-22, il y a 4 nouveaux statuts qui se sont rajoutés, que l'on avait intégrés en avance de phase. Donc, en termes du nombre d'informations sur les factures, toutes les factures qui sortent de Magrix sont conformes. Maintenant, effectivement, quand il y a encore un travail à faire qui est de dire de mettre les factures pardon, dans un des trois formats attendus pour qu'elles soient interprétables et lisibles par la PDP. Alors une question qui disait, je croyais que le lien se faisait via le SIRET, mais je comprends que c'est via le SIREN. Est-ce que tu Oui, confirmes? alors pas que, mais effectivement, le sirène, c'est la première porte à ouvrir. Après, on ira dans le détail, sirette, code service, etc. Mais oui, la première porte à ouvrir dans l'annuaire, c'est le sirène. Une autre question, comment seront traités nos clients particuliers ou retraités? Il y avait longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai, de cela. C'est vrai. Nos chers retraités, on les maltraite en ce moment. Et les particuliers. Alors, comment, en fait, ça changera rien pour eux. C'est surtout pour vous que ça change, c'est que, enfin, pas tant que ça non plus, c'est que vous pourrez continuer à leur envoyer les factures telles que vous le faites actuellement, en PDF, en courrier, sur un portail. Ça, c'est pas un souci, hein, pour qu'ils reçoivent leurs factures. En revanche, ce qui va changer, c'est les données que Mistral va nous donner pour qu'on fasse le e-reporting. C'est-à-dire que nous, on aura l'obligation, en fonction de votre régime fiscal, de déposer un fichier avec toutes les données d'encaissement et de transaction. Alors ça se fait si vous êtes sur un régime fiscal standard, je crois que c'est à la décade, donc tous les 10 jours, parfois ça peut être une fois par mois, enfin voilà, ça dépend de votre régime fiscal. Donc ça ne change rien pour vos clients finaux, c'est surtout cette notion de déclaration de e-reporting que avec votre ERP OD, on transmet via notre PDP au concentrateur de l'État. Ok. Pour certains territoires et départements d'outre-mer qui ne sont non assujettis à la TVA, est-ce qu'il y a des particularismes liés à cette réforme de la facture électronique? Est-ce qu'on S'ils peut... sont S'ils ne sont pas assujettis à la TVA, ils sont hors réforme. Très bien. Alors, question sur un point qu'on n'avait pas évoqué, qui est Chorus. Est-ce que Oui, Chorus sera toujours d'actualité? oui, absolument. Alors il y avait eu quelques bruits de couloir, enfin c'était pas des bruits de couloir, c'était prévu par l'État lors de la mise en place du PPF, comme quoi ils voulaient fusionner le PPF et Chorus. Clairement, le 15 octobre dernier, cette idée est tombée à l'eau, donc Chorus perdure tel qu'il est actuellement. Donc oui, on continue, on va pas casser quelque chose qui fonctionne, donc Chorus pour le moment reste avec son, on va dire, son propre chemin, son propre canal de diffusion. Donc la question qui vient après, est-ce qu'il faut Chorus et une autre PDP? Donc comment on va en fait que tu conjugues le fait d'avoir et de travailler avec Chorus et de travailler avec des entreprises assujetties à la TVA. Ouais. Comme je disais, Chorus, ça change rien. On dépose les factures en automatique comme on le fait aujourd'hui. Et oui, pour les autres entreprises B2B, il faut être connecté à une PDP pour pouvoir router la facture. Mais c'est bien deux canaux différents. Alors que si la facture n'est pas reconnue et rejetée, SIRET ou NAIA, que doit-on faire? Comment règle-t-on ça? Quelle sera l'action?
finalement. Alors, si tu veux bien revenir sur la slide, Bruno, Des, des des statuts? 14 statuts, ouais, s'il te plaît. Les voilà. Ok. Donc, la question, c'était rejeter ou refuser? Oui, alors c'est la facture n'est pas reconnue donc est rejetée. Donc je pense que c'est au Alors, statut si 4. la facture, ouais, si la facture n'est pas reconnue, alors on va reprendre ce que disait Bruno tout à l'heure, elle peut être rejetée uniquement pour des raisons techniques. C'est-à-dire que c'est la PDP qui explique, attention, non, le format qui est transmis n'est pas le bon, ou il y a un problème de sécurité sur le fichier, donc on rejette la facture. Ça ne peut être que technique. En revanche, si c'est refusé, eh bien, ça fait partie je dirais, des cas d'usage. Est-ce qu'il faut faire un avoir? Est-ce qu'il faut faire une refacturation? Voilà, il faut, en tout cas, si c'est le métier, il y a une procédure qui est mise en place. Hein. C'est voilà, si c'est refusé, ben, la facture terminado. Si c'est une facture d'acompte à faire, enfin bref, il y a plusieurs cas. La facture d'acompte, pardon, c'est pas le bon exemple, mais en tout cas, c'est le métier qui a refusé parce que il n'était pas d'accord sur le contenu de la facture. Alors je Je pense sais que pas la si j'ai question elle répondu à la portait vraiment, question, mais ouais. en fait la question portait vraiment sur le rejeté, c'est à dire Ah est-ce oui. qu'à ce moment-là, est-ce qu'à ce moment-là il y a possibilité de contacter quelqu'un? Est-ce que du coup on a le droit d'envoyer la facture par mail ou des choses comme Bah, ça. Donc par mail, ça m'étonnerait. tu sais, tu peux toujours, mais ce n'est pas une facture, c'est pas un original fiscal, donc le client n'est pas obligé de régler un duplicata de facture qui, en plus, pour le coup, a été rejeté par une PDP. Voilà, ça ne sera pas possible. Donc, comment faire? Si ça a été rejeté, ben, le fournisseur, vous allez avoir l'information pourquoi ça a été rejeté, et donc il faudra requalifier la donnée pour être sûr qu'elle passe euh, je dirais, toutes les barrières de conformité concernant sa, comment dire, concernant sa conformité en fait. Pardon. Ouais. Alors il y avait une question qui disait est-ce que la facture pro forma devra passer par la PDP? Bah, pour moi, une facture pro forma, c'est pas une facture en fait. Hein, c'est clairement un document qui, qui ne sera pas demain un original fiscal. Donc, une facture, ça doit s'appeler facture. Hein. Il y a une typologie de document de nommage. Hein. Ça doit pas s'appeler facture pro forma. C'est une facture. Donc, elle doit passer comme n'importe quelle facture par une PDP. Euh, Autre question, toutes les plateformes des clients qui imposent d'y déposer les factures vont donc disparaître puisque le lien va se faire désormais via PDP. Est-ce que tu confirmes, Catel? Alors, oui et non, c'est-à-dire que quelle va être l'utilité de ces portails de factures Orange, EDF? Alors pour les particuliers, si, parce qu'on aura toujours accès, nous, à nos factures, ça sert pour le particulier. En revanche, entre professionnels, clairement, c'est, je dirais, de la cosmétique, quoi. C'est si jamais vous avez envie d'avoir quelque part une facture fournisseur qui ne sera qu'un duplicata stocké quelque part. Bon, avoir la véracité de cela, en tout cas, vous avez la réponse. L'original fiscal, ça ne peut être que la PDP qui la met à disposition de son acheteur. D'accord. Donc effectivement. Ok, merci pour cette première salve de questions. On reviendra. Alors, il y avait allez, je vais peut-être prendre la dernière. Si c'est rejeté par le logiciel, que fait-on? Donc rejeté, hein, c'est-à-dire que la facture est pas conforme. Bon, la première chose, je pense qu'il faut vérifier d'abord les informations concernant le client. Et effectivement, si on va dire qu'il y a eu un problème au moment de la conversion dans le format attendu, à ce moment-là, faut contacter Mistral pour qu'on regarde si Oui. c'est un problème, on va dire, technique, ou bien si c'est un problème, je vais dire, presque métier. Allez, Ah, peut-être la dernière. ouais, par rapport à ça, pardon Bruno, en fait, Les- quand le statut sera rejeté par la PDP, on vous donnera le statut détaillé, c'est-à-dire pourquoi elle est rejetée. Hein.
Donc, Ouais, ce sera facile derrière de corriger et de qualifier. exactement. Les PDP auront-elles une obligation de stockage des factures? Alors, oui, la PDP a une obligation d'archiver la facture pendant 10 ans. En revanche, il faut, comment dire, vous n'aurez pas accès, en fait, une PDP, ce n'est pas une interface métier sur laquelle vous pouvez vous connecter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à votre éditeur ou intégrateur d'aller chercher ces factures et de les archiver quelque part. D'accord? Qui dit archive à valeur probante dit que ça aura un coût. Donc oui, les factures sont disponibles sur la PDP pendant 10 ans, mais vous n'y avez pas accès. C'est seul un intégrateur, un éditeur, par des API, peut aller récupérer ces factures pour les stocker quelque part. Enfin, pour les stocker, pardon, pour les archiver à valeur probante quelque part. C'est important la différence. Le stockage n'est pas de l'archivage. Très bien, merci Catel. Alors, peut-être quelques éléments qu'on voulait vous donner pour avancer dans ce cheminement vers la facture électronique. Euh, En fait, bon, il y a un certain nombre de points hein, qu'on a déjà évoqués, mais qui sont intéressants de rappeler. C'est que c'est toujours intéressant de se tenir informé sur la facture. On disait sous forme de boutade tout à l'heure en début de webinaire, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Alors, si c'est pas des changements structuraux en termes de calendrier, c'est des précisions qui sont apportées. On vous a pas évoqué ce matin euh, les documents qui sont en cours de préparation pour déclarer sa PDP sur ces documents qui sont en cours de préparation pour changer de PDP. Donc c'est important de rester informé. Donc nous, ce qu'on a prévu de faire sur ces sujets-là, c'est à intervalles réguliers de vous donner l'état d'avancement du projet. Il y a une étape importante qui a été évoquée par Catel, qui est cet été, puisque à partir de cet été, on va pouvoir commencer à faire des tests. Donc, en fonction de l'avancée des premiers tests qui seront faits, on refera un webinar pour vous donner un certain nombre d'informations, pour vous tenir informé de ce qu'il en est. Ensuite, effectivement, on a évoqué cette notion de cartographie des flux. Donc, et je vais peut-être aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire que euh, ce qu'on a préparé pour vous accompagner, c'est plusieurs choses. La première, c'est que vous connaissez depuis quelques semaines Mistral Auto Eval, qui vous permet d'avoir un certain nombre, de tester vos compétences sur les modules de l'ERP. Eh bien, on va rajouter dans les prochains jours un certain nombre de QCM d'Auto Eval qui vous permettront de tester vos connaissances sur la réforme de la facture électronique et grosso modo de savoir où est-ce que vous en êtes et là où il y a des points d'amélioration. Donc ça va être disponible à la fin du mois. Vous aurez un nouveau QCM sur Mistral Auto Eval. Le deuxième point que l'on met à votre disposition, qui est aujourd'hui disponible normalement sur Mistral Client, pardon, c'est un document qu'on a fait en collaboration avec Quadient et qui va vous permettre d'abord de retrouver les fameux 30 et quelques cas d'usage qu'on a évoqués, et puis à travers un certain nombre de questions, de commencer à auditer l'état de votre système et d'une certaine manière de regarder d'avoir un premier niveau de préparation ou d'identifier toute la marche qui reste à faire pour être complètement prêt pour cette réforme. Donc ça, c'est disponible dès à présent sur Mistral Client. C'est toujours dans l'idée là de vous aider dans, dans la préparation du sujet. Le troisième point, c'est que côté offre, côté produit, euh, on est, depuis le début, je vous l'avais dit, on est partenaire de Quadient et impliqué, engagé dans ce processus de facture électronique, mais engagé au sens où on est bêta-testeur
de la solution. Donc on est en train de travailler sur les différentes intégrations qui sont nécessaires, donc dans, on va dire, 2 axes. Si je prends que le côté émission de facture. Donc là, nos équipes de développement sont en relation avec les équipes de développement de Quadient, de manière à ce que l'on puisse à la fois nous tester la génération de la facture dans les formats qui sont attendus, vérifier que notre génération est conforme à ce qui est attendu par les PDP, donc les tests sont en cours. Et le deuxième axe sur l'émission de la facture client, c'est de pouvoir commencer à travailler sur la remontée des fameux statuts, les 14 qu'on vous a évoqués, de manière là aussi à ce que vous puissiez retrouver dans l'ERP à quel statut sont l'ensemble de vos factures. Le travail qu'on fait sur la facture client, on est en train de faire exactement le même sur la facture fournisseur, avec là aussi un certain nombre d'échéances et de tests qui se feront au cours de l'été, à partir du moment où l'annuaire sera disponible, à partir du moment où les spécifications techniques, toutes les spécifications techniques et fonctionnelles auront été publiées, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas aujourd'hui. Donc on rentrera dans un processus de bêta-test et ce que je voulais partager avec vous et qu'on avait évoqué au mois de novembre, c'est qu'on sera amené à associer certains d'entre vous qui auront envie d'avancer avec nous sur le sujet pour avoir des tests un peu plus poussés de bout en bout avec des émissions et des réceptions de factures fournisseurs. Donc voilà, ça c'est vraiment le volet produit sur lequel on travaille en parallèle de ça. Alors j'ai vu qu'entre-temps il y avait de nouvelles questions. Alors, hop, je vais en prendre quelques-unes. Hop. Alors, est-ce que, alors, qu'est-ce qui, alors, les PDP auraient-elles une obligation de stockage des factures? Bon, ça, on l'a évoqué. Comment peut-on extraire les factures, conserver ces factures pour que le comptable puisse y avoir accès à partir du moment où on travaille avec un expert comptable ou un cabinet comptable? Oui. On parle donc Notamment des pour les factures, on parle des ouais, factures fournisseurs. ouais, notamment pour les bilans annuels. C'est la question. Alors, en fait, l'offre de Mistral vous permet, en fait, vous avez l'archivage de ces factures qui sont sur la plateforme et donc vous avez accès, si vous avez pris cette option, à vos factures pendant 10 ans. Donc, il vous suffit de voir avec les équipes de Bruno pour pouvoir exporter en masse ces factures si vous voulez les transmettre à votre expert comptable ou même lui permettre d'avoir accès au portail. Ça, c'est une question RGPD à voir si vous êtes d'accord pour lui permettre d'avoir accès à ces informations directement sur votre outil. Ouais. Alors après, il y a un certain nombre de questions concernant Prodémat. Donc, comment Prodémat va évoluer, comment sera-t-il mis à jour et ainsi de suite. Très clairement, en fait, Prodémat, on proposera une mise à jour pour que, une fois qu'on aura l'ensemble des spécificités et des techniques, vous puissiez continuer à utiliser Prodémat comme PDP. Absolument. Enfin, l'idée, c'est que déjà, nous, dans la première étape, c'est qu'on fasse les tests d'interopérabilité. Enfin, sachez que c'est pas que on veuille pas que vous y ayez accès tout de suite, c'est qu'on ne peut pas le produire. Donc là, on travaille déjà euh, avec les équipes de Bruno, donc pour mettre à jour ces environnements. Oui, clairement, il y aura des mises à jour de plateforme à faire pour qu'on puisse intégrer ces nouvelles notions, ces nouveaux statuts récupérer toutes les données qu'il faut récupérer, ausériser. Donc oui, il y a quand même un travail de mise à jour de ces plateformes. Mais dès qu'elles Ouais, seront alors, disponibles, bien sûr, les équipes de Vincent et Bruno vous expliqueront un petit peu la marche à suivre et vous feront ces propositions.
exactement. Alors, en fait, il y a une question encore un peu plus précise sur Prodemats, c'est qu'aujourd'hui, on récupère les factures via mail. Qu'est-ce que ça va changer demain? Rien. C'est nous un nouveau canal d'entrée, c'est tout. Voilà. Pour vous, rien, hein, vous aurez les factures dans le même environnement. Mise à jour, Exact. mais même environnement. Alors ça, c'est une question compliquée, mais c'est une question un peu Mistral, hein, parce que comment sont gérés les clients divers utilisateurs qui n'ont pas de sirène dans Mistral? Ah, ça va être compliqué là pour envoyer des factures, hein. Alors, s'ils n'ont pas de sirène, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas envoyer de facture. Alors peut-être Si, ce qu'on peut peut-être, si on est sur du B2B, attention. Oui, voilà, c'est ce que j'allais préciser parce que si vous êtes souvent, sur un, voilà, si vous êtes sur un particulier, pas de souci, vous envoyez la facture par mail, par courrier, comme vous le faites actuellement. ouais, c'est ce que j'allais dire parce que souvent dans les clients divers, on peut avoir des particuliers, donc voilà, à ce moment-là, le, le sujet D'ailleurs, est j'ai compliqué. remarqué que vous faisiez la différence entre les particuliers et les retraités. Je sais pas, c'est deux catégories différentes, peut-être. Ils sont plus exigeants, peut-être, les retraités, je sais pas. Voilà. Bah, écoutez, il y a encore beaucoup de questions. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais récupérer les questions auxquelles on n'a pas répondu et on fera des réponses individuelles. J'ai bien noté qu'il y avait aussi quelques questions sur les dom-toms et des questions sur des montages un peu précis. Là, Mhm. pour le coup, Sur les cas ça d'usage, mérite, ouais. ça mérite qu'on les étudie un petit peu pour Mm. qu'on vous fasse des réponses. Euh, Vous dire que ce webinaire sera disponible en replay, que les documents dont j'ai parlé vous seront communiqués en même temps que le replay, et vous dire également que on aura un autre rendez-vous, euh, on va dire au début de l'été ou fin de l'été, pour vous faire à nouveau un point d'avancement sur là où on en est sur la facture électronique, là où on est aussi l'État, là où on est Quadient, et comment on avance avec des données qui sont cette fois-ci encore plus précis, puisqu'on sera à presque un an de l'échéance. Voilà. Et puis pour terminer, vous donner notre prochain rendez-vous. On a prévu de vous inviter à découvrir une nouvelle solution. euh, je crois que c'est le 17 avril de mémoire, puisque on intègre un module de signature électronique dans l'ERP, donc qui vous permettra d'envoyer vos documents et de les faire signer électroniquement par vos clients. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, vous remercier une nouvelle fois pour votre participation et attention, remercier Catel pour ses explications toujours aussi claires, et puis vous souhaiter une excellente fin de journée. Ouais. Merci Bruno et surtout n'hésitez pas à donner votre avis à Bruno ce qu'il manque comme notion. Enfin voilà, on est là aussi pour s'améliorer sur ce dont vous avez besoin et comment on peut y répondre. Donc n'hésitez pas à dire ah ben j'aurais bien aimé que vous parliez de ça. Bon voilà. Faites-nous Voilà, part de vos avis s'il vous plaît. Merci Bruno. merci Catel, Au revoir. Bonne au journée. revoir.